Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Tech, le rendez-vous des nouvelles technologies de Bismart. Au sommaire de cette émission, il n'est jamais trop tôt pour apprendre à coder. Désormais enseigné à l'école, le codage va bien au-delà de la compétence technique. Il permet aussi de rapprocher le monde de l'éducation et celui de l'entreprise et pourquoi pas de créer des vocations. Nous recevrons dans cette première partie d'émission Richard Fuentes, responsable du programme Yes We Code à la Fondation C'est Génial. À quoi ressemblera l'hôpital de demain? L'IA semble en tout cas au cœur des enjeux. Aide au diagnostic, chirurgie robotique ou simplement traitement à grande échelle des données de santé. De quelle manière l'intelligence artificielle redessine-t-elle l'hôpital? Réponse tout à l'heure. Et puis aujourd'hui, le rendez-vous Privacy, focus sur une application que connaissent bien vos adolescents, TikTok. Hervé Lejouan, fondateur de PriveOnly, nous donnera quelques conseils pour bien l'utiliser et se prévenir des dérives de la plateforme. Et enfin, et demain, avec Cécilia Sévry, on découvrira avec elle tout à l'heure une innovation robotique inspirée de la nature, des lézards plus précisément. Et comme les lézards, ce robot grimpe lui aussi au mur. Mais tout de suite, je vous le disais, c'est l'heure de l'interview du jour. Au même titre que la lecture ou l'écriture, le codage informatique prend peu à peu sa place à l'école. Son apprentissage et la promotion chez les plus jeunes des métiers scientifiques et techniques, c'est l'objectif de la Fondation C'est Génial. Depuis 2006, elle met en place des projets numériques dans les collèges et lycées de France. Nous recevons aujourd'hui Richard Fuentes, responsable de l'innovation et du programme Yes We Code à la Fondation C'est Génial. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Tech. Que cherchez-vous à créer des vocations? C'est ça l'objectif principal de la Fondation? Oui, c'est la promotion déjà des sciences, des techniques et du numérique auprès des jeunes, inculquer une culture des sciences et de faire connaître les métiers aussi qui sont associés. C'est une des spécificités de la Fondation. C'est ça, faire connaître des métiers. C'est ça que quand je disais créer des vocations, c'est-à-dire amener des plus jeunes à des métiers qu'ils ne connaissent pas du tout finalement. Exactement. Est-ce que ça a déjà été le cas? Est-ce que vous avez déjà vu un jeune peut-être créer cette lumière dans l'œil d'un jeune, d'un lycéen, d'un collégien? Est-ce que vous avez vu ou vous avez senti que vous aviez créé quelque chose? Alors c'est arrivé, j'ai un souvenir en tête justement dans le cadre d'une action que l'on mène, Yes We Code, sur les sciences du numérique, ou dans le cadre d'un atelier scientifique dans un lycée à Massy, un élève qui était en décrochage scolaire, qui s'absentait beaucoup aussi. Et dans le cadre de cette action, qui avait pour vocation de lancer des élèves sur du codage à travers un kit d'objets connectés, c'est révélé. Moi j'ai pu le voir. Son enseignant de mathématiques qui a encadré l'atelier a pu aussi en témoigner. Et cet élève a réussi à se raccrocher au système scolaire notamment grâce au codage finalement. Donc il y a de la lutte aussi contre le décrochage scolaire finalement dans ce que vous faites et peut-être de l'inclusion sociale. On va en parler. Ça peut arriver, oui. Avec combien d'établissements travaillez-vous actuellement ? Alors, dans le cadre de l'action Yes We Code, nous serons en octobre à peu près à 550 collèges et lycées accompagnés sur 17 académies, dont Mayotte. On arrive dans les dom-toms cette année. Ouais. C'est un enjeu, je le disais, enfin vous le disiez, éducatif. C'est aussi pour vous un enjeu pour le secteur industriel en peine de candidats. On est sur des métiers qui recherchent beaucoup de candidats. Ça aussi, c'est important pour vous ? Alors c'est très important parce qu'on est dans des métiers qui se transforment beaucoup, pas que dans les filières scientifiques, techniques et numériques. Et beaucoup de filières sont en tension et cherchent aussi des nouveaux profils. Et il y a notamment un manque de femmes, beaucoup, dans le secteur du numérique, si on parle du numérique. C'est pas nouveau, on en parle pas mal. Et c'est vrai que souvent, à l'école, les filles se dirigent un petit peu moins vers des disciplines techniques, scientifiques, et du coup, après, moins vers des filières et des métiers de ce secteur. C'est pour ça, Richard Fuentes, qu'il faut commencer tôt cet apprentissage du codage, des sciences du numérique, pour amener justement ces jeunes filles vers ces métiers-là? Alors plus on commence tôt, je pense, mieux c'est. C'est vrai que nous, à la Fondation, jusque-là, on touche les collèges et les lycées au moment où des questions d'orientation commencent vraiment à prendre leur place. Voilà.
Mais il est vrai que sur l'apprentissage, on va dire, du codage, beaucoup commencent déjà au primaire. Des professeurs des écoles, déjà, arrivent à mettre en place des ateliers, même débranchés sur le codage. On commence de plus en plus tôt et c'est possible d'apprendre à coder très tôt. C'est possible, bien sûr. Yes We Code, c'est l'apprentissage du codage, mais pas seulement, je crois. C'est pas que le codage, effectivement. Le principe, c'est d'accompagner des enseignants et leurs élèves sur la mise en place de projets connectés à travers tout un kit d'outils connectés, de cartes programmables. Alors, je vous en ai amené une, je l'ai cachée dans ma poche. Regardez. Donc ça, c'est ce que vous mettez entre les mains des collégiens et des lycéens. Ouais, c'est ça. Donc c'est une mallette avec une flopée de petites cartes comme ça. Donc là, j'ai programmé très vite fait ce matin un petit cœur qui clignote et sur laquelle on peut venir connecter tout un tas de capteurs, d'accessoires pour imaginer des applications connectées. Donc les élèves, quand ils décident de faire un compteur de porte, une alarme de casier, voilà, tout un tas d'applications comme ça, ils vont devoir passer à un moment donné par le codage. Voilà, l'algorithme et le codage. Mais c'est pas que ça. Finalement, ils ont une problématique à résoudre. Du coup, pour cela, ils vont travailler en équipe. Ils vont devoir susciter un petit peu leur esprit de créativité et d'innovation. Ils vont devoir parfois bricoler, modéliser pour faire un boîtier pour la carte. Donc c'est toute une démarche scientifique, mais aussi projet, dans lesquels ils sont finalement plongés. De quelle manière vous parlez donc de démarche projet, vous parlez d'ateliers, de quelle manière vous les suivez, ces jeunes collégiens, ces jeunes lycéens? Vous les voyez une fois, ponctuellement, puis une autre fois? Comment se déroulent vos ateliers? En combien d'étapes exactement se déroule-t-il? Alors ça se déroule dans le cadre scolaire et la particularité du coup de cette action, c'est d'accompagner au mieux les enseignants, soit dans le cadre de cours, pour mettre en place ce genre de projet avec les élèves, soit dans des temps périscolaires, j'ai envie de dire, des ateliers scientifiques, des temps accordés entre midi et 2, et on accorde une attention toute particulière à la formation des enseignants, pour leur permettre de faire évoluer leur pratique pédagogique. Donc, soit et de pour presque mener des continuer projets à l'apprentissage l'interne, quand vous n'êtes plus là aussi, peut-être? c'est vraiment le but. C'est-à-dire que, et pour cela, pour pouvoir les accompagner au mieux sur des formations techniques, pédagogiques aussi, à utiliser ces dispositifs, on va travailler en collaboration sur chaque académie avec des services des rectorats qui sont plus dédiés aux problématiques numériques, mais aussi avec d'autres associations de culture scientifique et technique sur chaque territoire pour mettre en place ces formations, suivre les enseignants et les projets des élèves en classe tout au long de l'année, leur proposer des ressources pédagogiques, prévoir des moments aussi d'échange, de retour d'expérience entre enseignants. Et généralement, on termine l'année à chaque fois avec un concours de vidéos de projets aussi. Les élèves peuvent venir défendre leur projet en 1 minute 30 et on vient les valoriser. Et on organise généralement entre 2 et 3 événements aussi par an à la fin de l'année pour réunir ces groupes d'élèves et inviter aussi des acteurs de la culture scientifique à ces événements et des entreprises et des professionnels pour susciter justement ces échanges et voir ce que sont capables de faire les jeunes. Vous parlez du monde de l'entreprise. En effet, Richard Fuentes, je crois que c'est très important pour vous d'impliquer le monde de l'entreprise dans ce que vous faites. Qu'est-ce que ces entrepreneurs, ces acteurs de l'entreprise peuvent apporter ou apportent à vos ateliers? Je crois que vous créez des rencontres aussi entre les plus jeunes et les acteurs du monde de l'entreprise. Exactement. La Fondation C'est Génial organise aussi des événements école-entreprise, soit des visites pour les enseignants, pour leur faire découvrir un centre de R&D, voilà, une chaîne de montage, mais on organise aussi des rencontres entre des ingénieurs, techniciens, femmes et hommes dans les classes, pour que ces professionnels viennent témoigner de leur parcours, de leur métier et répondre à toutes les questions des jeunes. Voilà. Et dans le cadre de Yes We Code, on fait une transversalité avec cette action-là sur les sujets du numérique. On est toujours dans cet esprit, en tout cas, de créer des vocations et d'amener ces plus jeunes à ces métiers, de leur donner envie, avec des gens qui y travaillent et qui y sont. Bien sûr, et puis il faut raccrocher ça à la réalité. Oui. C'est-à-dire que le kit Yes We Code, ces petits joujoux, etc., c'est, même s'il y a des cartes programmables professionnelles, etc., c'est un prétexte aussi pour les plonger dans le numérique et montrer que dans la vraie vie ou dans des entreprises aussi,
on doit répondre à des problématiques techniques, mais le but de ces rencontres, que ce soit en présentiel, en webinaire, c'est de faire le lien et de leur montrer quelles sont les applications, les usages, les enjeux aussi de ces filières et de ces métiers. Richard Fuentes, une dernière question. On en parlait un peu tout à l'heure. Vous parliez de raccrocher certains jeunes au système scolaire. 30% des établissements Yes We Code sont en réseau d'éducation prioritaire. Quand on parle de numérique, on parle aussi, c'est vrai, de fracture numérique. Ça, c'est un enjeu qui est important pour vous d'aller voir ceux peut-être qui sont le plus éloignés aujourd'hui du numérique. Exactement. Nous avons des objectifs, nous sommes fixés des objectifs de toucher ces établissements en éducation prioritaire, dont les jeunes sont souvent issus d'origines sociales qui permettent pas à ces jeunes, peut-être très tôt, d'être en contact avec ces métiers. Les parents sont pas forcément tous ingénieurs ou techniciens, donc ils n'ont pas cette culture-là. Ça peut être des quartiers aussi où il y a moins de choses proposées en termes de culture scientifique et technique. Et quand on parle de réseau d'éducation prioritaire et de public éloigné, on a pour objectif, nous aussi, de toucher les zones éloignées géographiquement. Donc même en campagne, il y a des problématiques qui sont différentes. Mais l'éloignement fait aussi qu'on est loin de l'information. Et on touche beaucoup d'établissements qui sont dans des zones rurales. Sur le territoire. Merci beaucoup Richard Fuentes de nous avoir accompagnés. Je le rappelle, vous êtes responsable de l'innovation et du programme Yes We Code à la Fondation C'est Génial. Merci de nous avoir accompagnés. C'est l'heure de notre débat du jour. Focus aujourd'hui sur l'hôpital de demain. La tech au service de l'hôpital, voici le thème de notre talk du jour. 3 ans après les grandes mobilisations du personnel soignant, presque 2 ans après le début de la crise sanitaire, l'hôpital a montré qu'il avait besoin de se réinventer. Chambres ultra connectées, robotique médicale, dossiers informatisés, télésurveillance de soins à domicile. Comment la tech révolutionne-t-elle aujourd'hui le monde des hôpitaux? Quelles applications de l'IA dans le secteur? Réponse avec nos 2 invités. Antoine Jaumier, président et cofondateur d'Incepto, est avec nous. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue sur le plateau de Smartech. Incepto, fournisseur de solutions d'intelligence artificielle dans le domaine médical, notamment sur les IRM. Aïssa Khelifa nous accompagne également en visioconférence, directeur général de 1000 vues. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous à distance. Vous développez vous aussi une IA pour interpréter les radiographies et pour une meilleure prise en charge des patients. Antoine Jaumier, l'hôpital du futur, en fait, il existe déjà ou pas ? Ouais, l'hôpital du futur, il existe déjà parce que le rôle de l'innovation, il est absolument majeur à l'hôpital et depuis en fait des 20-30 ans. Sur le plan des dispositifs médicaux, il y a énormément de progrès. Vous avez entendu parler des robots chirurgicaux, tout ce qui est autour de l'imagerie qu'on connaît très bien chez Incepto, les IRM, les scanners, il y a des progrès technologiques absolument fantastiques. Et puis sur le domaine de la thérapie, médicaments aussi, il y a énormément de recherche, de progrès. Donc l'hôpital de demain, il est en progrès constant. Par contre, il y a des choses qui vont changer. Vraiment, c'est autour du digital, de l'arrivée des applications et de l'intelligence artificielle. Aïssa Khelifa, vous êtes d'accord avec ça, avec ce constat? En fait, on y est déjà, finalement, l'hôpital évolue déjà. Ah oui, le changement à l'hôpital, il est long, mais il est continu. Donc aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que l'hôpital du futur, il ressemblera beaucoup, au moins en apparence, à l'hôpital d'aujourd'hui, mais en apparence seulement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se mettent en place et qui vont impacter l'organisation, le workflow de l'hôpital. Alors aujourd'hui, c'est fait de manière parcellaire, à droite, à gauche, c'est pas nécessairement coordonné, urbanisé en matière de système d'information, mais les composants de cet hôpital du futur existent effectivement déjà en grande partie. Antoine Jaumier, j'en parlais tout à l'heure en préambule, il y a eu cette crise sanitaire qu'on a tous vécue. L'hôpital l'a vécu aussi beaucoup. Quel besoin cette crise a-t-elle mis en exergue, selon vous? Quel besoin de l'hôpital a-t-elle mis en exergue? Je pense qu'il y a 2 besoins. Le premier, c'est l'importance des hommes. L'hôpital, c'est... Alors qu'on parle de numérique et de tech, finalement... Donc je voudrais faire un contre-pied clair. Et l'hôpital, c'est avant tout un lieu pour les hommes. C'est souvent le plus gros employeur dans une ville. Et donc, son fonctionnement
les enjeux de ressources humaines, les enjeux de prise de décision, la gouvernance dans un hôpital, comment les équipes travaillent ensemble et le sens de leur métier. Comme dans toute organisation humaine, c'est le nerf de la guerre, c'est le nerf du soin. Donc Antoine Jomier, la technologie, l'intelligence artificielle en l'occurrence dans votre cas, est donc bel et bien là pour accompagner l'humain, non pas pour le remplacer. Vous voulez arriver un peu plus tard à cette question-là, mais comme on y est et qu'on parle de l'homme et de l'humain. La technologie, elle est au service du patient et au service des soignants pour leur faire gagner du temps ou aider à la prise en charge et aider à la prise de décision. Et par contre, ce qu'a révélé la crise Covid, c'est que la technologie, et en particulier le digital, elle peut vraiment accélérer le type de service qu'elle peut rendre. Et on l'a vu pendant la crise Covid avec les mises en place des téléconsultations, avec le rôle qu'a joué la technologie dans la vaccination. Si on est aujourd'hui à près de 50 millions de vaccinés, en France, les plateformes de prise de rendez-vous en ligne ont joué un rôle absolument majeur. Et donc sur les aspects organisationnels et de prise en charge, le digital, l'applicatif et l'intelligence artificielle, c'est la prochaine grande révolution. C'est hyper attendu par les patients et les soignants et au service de ces personnes. Au service donc des patients également, parce on disait au service du personnel soignant, il y a aussi des innovations au service des patients évidemment. Aïssa Khalifa, vous en parliez un peu tout à l'heure, vous parliez de gestion de workflow notamment. À quels besoins vraiment répondent ces nouvelles technologies aujourd'hui selon vous dans le monde de l'hôpital ? Alors, l'hôpital, c'est une chaîne de production dans laquelle, à l'entrée, on a un patient qui a besoin de soins et puis tout au long de son parcours, on va avoir une série d'actions. Aujourd'hui, ces actions sont plus ou moins bien coordonnées, plus ou moins bien planifiées et je pense que le besoin principal de l'hôpital de demain, ça va être d'améliorer ce workflow complet depuis l'amont de la visite du patient jusqu'à sa sortie. Donc avec un modèle organisationnel qui va travailler autour de la prédiction des flux, combien de patients vais-je voir arriver dans les semaines qui viennent ou combien de patients vais-je voir arriver demain matin à 11h. Ça va être des modèles organisationnels sur l'amélioration de tous les points qui sont des points de blocage ou de ralentissement dans la prise en charge. Et puis, ça va être la meilleure transmission de l'information à travers toute l'évolution des systèmes d'information hospitaliers, que ce soit le dossier patient ou la prescription connectée ou l'organisation des urgences. Et ça, Aïssa Khalifa, c'est l'intelligence artificielle qui peut répondre à ces enjeux-là. Vous en parliez donc de gestion des flux. Il y a aussi un enjeu de traitement, évidemment, de la donnée, évidemment, de beaucoup d'informations que traitent aujourd'hui les hôpitaux. L'intelligence artificielle, c'est la réponse, c'est la solution. Alors là, comme le disait Antoine, on va plutôt utiliser le terme d'intelligence augmentée, c'est-à-dire qu'avec des outils d'IA, on va essayer d'augmenter la capacité de production des acteurs de santé. Mais oui, c'est l'IA qui peut permettre d'améliorer cela, c'est l'IA qui peut permettre de mettre en place des meilleurs workflows, c'est l'IA qui peut permettre de mettre en place des gestions centralisées, des lits, des ressources au sein de l'hôpital. Et c'est l'IA qui peut permettre d'améliorer, sur un sujet qui nous touche directement, la prise en charge des patients aux urgences. Antoine Jomier, le diagnostic final reste toujours quand même la prérogative du médecin. Ça, c'est aussi une question qu'on se pose. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle ou l'intelligence augmentée va aider à traiter l'information, évidemment. Le médecin sera toujours là en bout de fil quand même pour prendre les décisions. Oui, absolument. Peut-être à 5-10 ans, il y aura des rôles différents pour l'intelligence artificielle, mais aujourd'hui, les applications qu'on commercialise, qu'on propose aux hôpitaux et cliniques, d'un point de vue réglementaire, ce sont des aides au diagnostic, mais la décision de diagnostic, celui qui signe le rapport, ça reste le médecin, le radiologue. Donc on est vraiment dans l'aide, faire gagner du temps, réassurer, dire sur des cas simples, là tu peux aller vite, moi je l'ai lu aussi, et il n'y a pas de pathologie. Par contre, attention sur celui-là, arrête-toi.
il y a quelque chose. Et donc, il y a une réassurance, un gain de temps qui va permettre aussi de passer du temps et de se concentrer sur les patients qui en ont le plus besoin. Ça, c'est vraiment le type de bénéfice qu'on voit aujourd'hui. Ça, c'est pas l'hôpital de demain, c'est l'hôpital d'aujourd'hui. Là, c'est vraiment très concret et ça va se diffuser très rapidement. Antoine Jomier, petite question également, quand on parle de ces technologies, où en est-on sur la formation du personnel soignant sur ces nouvelles technologies, chez Incepto par exemple? Donc si vous fournissez des solutions d'intelligence artificielle aux hôpitaux, de quelle manière vous fournissez aussi avec des formations au personnel soignant qui a besoin, j'imagine, de se former à ces nouvelles technologies? Ouais, c'est une super question. Je vous disais, c'est un métier, c'est des métiers de service, métier de soins, et donc l'accompagnement, il est fondamental pour bien prendre en charge ces technologies. Alors la formation sur l'outil, c'est assez simple en fait, parce qu'on essaie vraiment de faire des outils digitaux au sens que vous avez sur votre appli de téléphone, donc il n'y a pas de nouvelle interface, les résultats ils arrivent automatiquement, donc la prise en main de l'outil, elle se fait en 5 minutes. Et par contre, ce qui est important, c'est de réfléchir à cet outil, qu'est-ce qu'il m'apporte et comment je me réorganise en tant qu'équipe autour de cet outil. Comment en tant que... Et souvent, on va aller jouer sur l'interdisciplinarité, c'est-à-dire l'interface entre la radiologie et les urgences ou la radiologie et la chirurgie orthopédique. Et donc, j'ai une nouvelle information qui me permet de mieux trier les patients et comment, en tant qu'équipe clinique, je vais me réorganiser pour aller exploiter cette information et réorganiser ma façon de prendre en charge le patient. C'est intéressant ce que vous dites, Antoine Jomier, sur ce passage, cet échange d'informations. Issa Khalifa, j'imagine que vous êtes d'accord avec ça, l'intelligence artificielle ou ces nouvelles technologies aujourd'hui apportent ça, une meilleure complémentarité entre les différentes disciplines. Oui, très clairement. On le voit dans tous les sites où on a déployé nos solutions. Il y a une amélioration de la relation entre les acteurs qui est rendue possible par l'intelligence augmentée, qui est rendue possible par le fait qu'on facilite le travail de chacun des acteurs. C'est ça qui est vraiment important. C'est que l'IA, elle ne doit pas compliquer la tâche, et elle doit être pour ça parfaitement intégrée, comme le disait Antoine, dans les outils de travail quotidiens des médecins, des soignants en général. Mais on va faciliter les interactions en simplifiant la prise de décision à certains moments, en permettant à un radiologue de se prioriser effectivement sur des cas difficiles et en laissant directement, par exemple, à l'urgentiste le soin de prendre en charge quelque chose qui a été jugé normal ou quelque chose qui a été jugé pathologique, mais conforme à la décision clinique qu'avait donnée l'urgentiste. Donc on est sur de l'amélioration de la coopération au quotidien. Antoine Jomier, est-ce qu'en améliorant les conditions du personnel soignant, on améliore aussi les conditions de vie, d'accueil du patient également à l'hôpital, en faisant gagner du temps au personnel soignant? On améliore également les conditions de vie du patient. C'est comme ça aussi qu'on améliore finalement ça? Absolument. Sans forcément se concentrer sur le patient lui-même, mais en améliorant les conditions du personnel soignant. Mais en fait, on est dans une démarche de progrès. Et une démarche de progrès, ça donne du sens. Et donc, je reviens toujours à la même chose, mais c'est une organisation humaine. Qu'est-ce qui me motive à aller faire mon travail? Et donc, quand on se dit, voilà, je vais mettre en place telle nouvelle application, elle va me permettre de mieux prendre en charge mon patient, ça vous donne de l'énergie pour aller au boulot. Et ça fait travailler les équipes ensemble. Donc, des spécialités médicales différentes vont mieux travailler ensemble. Des professions aussi paramédicales et médicales vont être fédérées. Donc, je crois qu'il y a une mise en mouvement possible. Et ça permet de mieux prendre en charge les patients, de donner plus d'énergie aux soignants et de donner un cap. Et donc ça, on reboucle un peu sur les enjeux de ressources humaines et de gouvernance et d'adaptation au changement qui me tiennent beaucoup à cœur et qui sont clés dans l'hôpital aujourd'hui. Antoine Jomier, combien d'hôpitaux à ce jour utilisent votre solution d'intelligence artificielle? Il y a une soixantaine d'hôpitaux en un peu moins de 12 mois qui sont abonnés à la plateforme Incepto et qui ont chacun 2 ou 3 applications d'intelligence artificielle sur les détections de fractures, l'aide aux lectures sur les mammographies pour le dépistage du cancer du sein, les IRM du genou, sur une dizaine d'applications. À chaque fois, elles se mettent 60 clients qui sont mis en mouvement avec 2 ou 3 applications. Antoine Jomier, à l'heure où on parle de la crise de l'hôpital, comment ces hôpitaux financent-ils cette transformation numérique, cette transformation digitale? Peut-être parce que vous leur promettez en effet un gain de temps, donc un gain d'argent évidemment derrière? Oui, alors c'est des dispositifs qui sont relativement abordables. En fait, tout ça, c'est
aussi une révolution numérique, et donc c'est des abonnements relativement peu onéreux à l'échelle des enjeux. Et ensuite, ils les financent sur leur budget de fonctionnement ou sur des budgets d'innovation. Et très vite, ils voient la valeur. Enfin, il y a vraiment une valeur, soit dans la qualité de la prise en charge, soit dans la meilleure prise en charge, économiquement, une valeur médicale et économique qui est démontrée très rapidement sur ces applications. Aïssa Khalifa, vous parliez tout à l'heure de disparité. Comment aujourd'hui éviter une digitalisation, on va dire, à double vitesse, avec des territoires, des hôpitaux très connectés, et puis d'autres un peu moins, ou voire pas du tout? Alors, d'abord, il y a un plan numérique qui vise à permettre aux établissements de se doter de moyens d'accès, de connexion Internet de qualité. Ensuite, il faut que l'IA reste une IA économique raisonnable. On a cette chance en France de savoir produire de l'IA, qui est une IA qui s'intègre facilement dans les outils de travail et qui reste tout à fait abordable. On parle de quelques dizaines de centimes d'euros par examen ou quelques euros par examen sur les cas sur les outils les plus complexes. Donc, il n'y a pas de véritable barrière pour les établissements, de barrière financière pour les établissements à se doter de solutions d'IA. Par contre, ce qu'il faut vraiment réfléchir, c'est la façon dont on va utiliser cette IA pour maximiser les bénéfices pour les établissements. Et ça, c'est vraiment un travail de réflexion avec les établissements sur leur modèle organisationnel pour leur permettre de tirer le bénéfice de ça. Mais un petit établissement va pouvoir bénéficier de solutions d'IA pour je ne sais pas, aux alentours de 10 000 euros par an. Enfin, on est sur des coûts qui sont quand même des coûts tout à fait limités par rapport aux autres enjeux des systèmes d'information et de l'organisation hospitalière. Mais je suis d'accord avec Antoine sur un autre... Je suis assez souvent d'accord avec lui, mais je suis d'accord avec lui sur un autre point qui est extrêmement important, qui est l'adoption par les soignants, le changement de modèle organisationnel qui ressort de l'usage de l'IA et qui, là, est facteur de gain de productivité extrêmement important. Aïssa Khalifa, on en parlait un peu tout à l'heure, on parlait de radiologie, de mammographie. Sur l'aspect... aujourd'hui, quelles sont les pathologies pour lesquelles ces technologies sont un vrai plus? Et peut-être demain, vous allez nous dire celle de demain également. Alors, en imagerie, on sait que la problématique de la prise en charge des urgences au sens large est une problématique extrêmement importante parce qu'en France, historiquement, on avait 80% des radiographies faites aux urgences qui n'étaient pas interprétées en temps réel par des radiologues. Donc, le fait d'apporter une interprétation par l'IA en temps réel pour venir compléter le diagnostic clinique de l'urgentiste et permettre ensuite aux radiologues à distance de valider, c'est un premier enjeu. Donc sur l'imagerie, on a les urgences, on a la mammographie qui est quelque chose qui existe depuis maintenant plusieurs années. On va apporter de la qualité sur tout ce qui va être organisation du workflow général de l'hôpital, c'est-à-dire prédiction des flux d'arrivée, prédiction du nombre de lits qui sont disponibles dans l'établissement, meilleure gestion, meilleure adéquation des ressources. Ça, c'est des enjeux qui sont des enjeux quasi immédiats de l'IA. Ensuite, dans d'autres disciplines, en cardio, il y a des choses qui se mettent en place. En dermato, il y a des choses qui se mettent en place et qui relèvent du même modèle, c'est-à-dire d'une facilitation de la prise en charge des patients et d'un allègement du travail des soignants. Antoine Jaumier, et puis, il y a un dernier point... Oui, allez-y. Non, allez-y. Pardon, il y a un dernier point qui est extrêmement important, c'est l'IA pour la recherche clinique, c'est-à-dire la constitution de ce qu'on appelle des data lakes, des lacs de données qui vont être des endroits où on va être capable de concentrer des données au départ hétérogènes qui vont être qualifiées et traitées pour faciliter la recherche clinique hospitalière. Et de ce point de vue aussi, on a en France des très belles innovations qui existent. La France est un paradis pour l'IA. C'est un des pays dans lequel il y a la plus grande innovation d'IA en santé.
des sociétés comme celle d'Antoine ou la mienne sont partie entre guillemets des pépites qui vont se projeter non seulement sur le marché français mais à l'international. Et on a cette chance en France de disposer de ressources qualifiées. Ça me ramène à au point précédent sur Richard Fuentes. Ces petits jeunes qui demain vont peut-être être des ingénieurs, des data scientists ou des ingénieurs d'IA. C'est pour le pays une ressource considérable pour son patrimoine hospitalier, mais aussi pour l'économie générale du pays. On l'a vu, donc beaucoup de nouvelles applications possibles dans plusieurs ou de multiples disciplines. Antoine Jomier, dernière question, on parle de données, donc de stockage évidemment de données. Comment aujourd'hui garantir un hôpital, on va dire, numériquement sûr? Aujourd'hui, où stockez-vous vos données? Expliquez-nous. Oui, il y a beaucoup de travail sur la sécurité informatique. Donc en fait, on n'applique le traitement que sur l'examen du patient. Avant que cet examen soit traité par l'intelligence artificielle, il est désidentifié. L'intelligence artificielle fait son travail et il est réidentifié en local à l'hôpital et les données ensuite sont effacées. Donc le patient devient anonyme à un moment. Quand le traitement s'applique, le patient est anonyme et tout ça, ça s'opère dans le cadre d'une boucle qui est, où tous les acteurs sont hébergeurs de données de santé et donc ils se mettent en conformité avec des règles très strictes sur la gestion de données patients et ils sont audités sur ces critères-là. Et ces standards montent année après année. Donc je crois c'est un élément super important. Il faut qu'il y ait de la confiance sur ces sujets, sur ces traitements des données. Nous, en tant que plateforme aussi, vous avez une responsabilité. On a une responsabilité super importante vis-à-vis du RGPD. On prend cette responsabilité. On travaille avec différents partenaires d'intelligence artificielle. On travaille qu'avec des partenaires qui ne gardent pas les données et qui sont en conformité avec toute cette procédure que je vous ai partagée. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce débat passionnant. Antoine Jomier, président et cofondateur d'Incepto, merci de nous avoir accompagnés. Merci beaucoup. Aïssa Khelifa, directeur général de 1000 vues, merci à vous aussi. On marque une courte pause et puis on se retrouve tout de suite pour votre rendez-vous Privacy. C'est l'heure de votre rendez-vous Privacy. Hervé Lejouan, fondateur de PriveOnly, est avec nous en visioconférence. Bonjour Hervé. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Smart Tech. Vous nous parlez aujourd'hui de TikTok, l'application star des 8-13 ans. Et vous dites donc aux parents aujourd'hui, soyez attentifs. C'est bien ça ? Absolument. Alors, je ne sais pas si cela est passé inaperçu, mais TikTok est devenue l'application au mois le mois la plus téléchargée au monde en 2020 et ça s'est confirmé en 2021. Avec plus de 3 milliards de téléchargements. Et ces 3 milliards de téléchargements, selon Apani, une société d'études, ont été effectués seulement en 3 ans, là où il a fallu à Instagram 10 ans pour atteindre ce même nombre de téléchargements. Donc, alors la raison, il y en a plusieurs, mais il y en a une clairement, c'est qu'il y a une popularité exponentielle chez les plus jeunes. Et effectivement, ce qui a été démontré d'ailleurs dans une émission sur complément d'enquête qui est passée au 14 janvier 2021, c'est que 50% en France, 50% des jeunes Français de 11-12 ans utiliseraient TikTok. Alors déjà, ça c'est un peu surprenant parce que normalement l'âge minimum légal est de 13 ans, mais il y a un certain nombre d'études qui le montrent à la fois en France mais aussi à l'étranger que l'âge moyen des réseaux sociaux est à 8 ans. Hervé Lejouan, dites-nous alors où sont les dangers aujourd'hui ? Il y en a de plusieurs ordres. Alors, le premier danger, c'est que ce réseau social, il compte un nombre incalculable de vidéos où des jeunes filles mineures et souvent peu vêtues, en fait, se donnent en spectacle lors de danses suggestives. Et ces vidéos ont des audiences, quelquefois, de plusieurs centaines de milliers de vues. Et malheureusement, parmi ces audiences, il y a ce qu'on appelle des prédateurs, donc des individus qui ont des identités cachées et qui vont chercher à rentrer en contact via la messagerie de TikTok avec ses enfants. Donc, alors c'est sûr, TikTok a été alerté de cela il y a assez longtemps et en 2020, ils ont mis en pratique que la messagerie privée serait coupée pour les moins de 16 ans. Mais encore une fois, c'est une mesure symbolique parce qu'au moment de la déclaration initiale pour se télécharger l'application et s'inscrire, on vous demande votre âge et comme on ne peut pas s'inscrire en dessous de 13 ans, les enfants vont aller mettre des âges qui sont très, très supérieurs à cet âge de 13 ans, voire supérieurs à 18 ans, et vont pouvoir accéder à toutes les fonctionnalités. Donc c'est là où ça reste symbolique.
Et donc... Allez-y. Et donc, c'est la première chose auquel les parents doivent prêter attention, effectivement, c'est ces paramètres, à la fois la déclaration des profils de leurs enfants dans l'application TikTok au niveau de l'âge, c'est fondamental parce que ça permet de bloquer des fonctionnalités, mais aussi un certain nombre de paramètres pour bloquer des fonctionnalités qui sont accessibles seulement aux plus âgés. Qu'en est-il, Hervé Lejoin, de la censure sur le contenu pour protéger donc les plus vulnérables ? TikTok, comme tous les réseaux sociaux, en fait, a mis en place des principes de contrôle du contenu pour que des contenus les plus violents ne soient pas publiés. Et ça, c'est l'ensemble des réseaux sociaux. Mais néanmoins, comme on l'a vu, ça n'empêche pas un certain nombre de contenus de passer. Et là, malheureusement, TikTok ne peut pas faire grand-chose ou ne fera pas grand-chose. Par contre, et c'est un autre aspect aussi de cette messagerie, c'est que, et ça a été démontré aussi dans l'émission Complément d'enquête, il y a un ex-collaborateur de TikTok qui faisait des filtrages de contenu au niveau européen, qui a dit que si jamais l'application se réservait le droit, en fait, de filtrer du contenu qui serait hostile à la Chine. Voire de fermer le compte, et tout ça sans aucune explication. Donc on voit bien qu'on ne sait pas seulement du contenu potentiellement, on va dire, violent, c'est aussi du contenu qui pourrait être contre la Chine. Donc il ne faut pas oublier effectivement qu'on a affaire à une application qui est d'origine chinoise, et donc il faut pouvoir garder ça en tête. Hervé Lejoin, savons-nous où sont sauvegardées nos données exactement ? Alors ça, c'est un point assez critique aujourd'hui sur TikTok, c'est que comme vous le savez, sous l'administration Donald Trump, il y a eu un certain nombre d'accusations portées, car effectivement, l'administration Donald Trump accusait TikTok de sauvegarder les données des utilisateurs américains en Chine et avait ordonné à TikTok de cesser ça et même menaçait de priver TikTok d'usage aux États-Unis. Alors Joe Biden, le président Joe Biden est revenu là-dessus, mais néanmoins, ça reste un problème. Et là, d'ailleurs, récemment en Europe, l'équivalent de la CNIL en Irlande a lancé une enquête justement sur ce sujet de la sauvegarde potentielle, un soupçon de sauvegarde potentielle de données en Chine des utilisateurs européens, et qui porterait bien entendu, qui serait une atteinte au principe du règlement général de la protection des données personnelles européen, qui lui interdit que les données effectivement d'usage d'Européens partent à l'étranger, soit en Chine, soit aux États-Unis. Donc là, on a un vrai sujet effectivement au niveau de la sauvegarde de ces données et de leur usage derrière qui peut en être fait. Donc Hervé Lejoin, en conclusion, tout passe par les parents et l'éducation, c'est ça, pour sensibiliser les plus jeunes. Oui, aujourd'hui, vraiment, les parents ont un rôle très important pour sensibiliser parce que, effectivement, alors en Chine, récemment, ce qui a été fait, et c'est là où c'est un autre pays, c'est que le gouvernement chinois a limité le temps des moins de 14 ans par ordonnance. C'est-à-dire qu'ils ont dit les moins de 14 ans ne pourront pas placer plus de 40 minutes par jour sur l'équivalent chinois de TikTok, qui est son jumeau, qui s'appelle Douyin. Et voilà, donc, et pas après 21 heures. Mais ça, ce n'est pas dans les autres pays du monde, c'est seulement en Chine et c'est le gouvernement qui le décide et c'est appliqué. Mais nous, en Europe et dans les pays occidentaux, c'est vraiment les parents qui ont un rôle fondamental et le gouvernement qui a mis en place des plateformes education.gouv.fr sur lesquelles les parents peuvent se référer, qui permet de contrôler et de voir comment protéger les plus jeunes dans ces environnements Internet. Merci beaucoup Hervé Lejoin, je le rappelle, vous êtes fondateur de PriveOnly. Merci beaucoup d'avoir mis en lumière les dangers et les risques donc de cette application TikTok. On se retrouve très vite bien sûr dans Smart Tech, tout de suite et demain avec Cécilia Sévry. Et demain avec Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia. Bonjour. Aujourd'hui, vous nous faites découvrir une innovation robotique inspirée de la nature. Oui, parce qu'on a déjà vu dans Smart Tech ici des robots dans le ciel, des robots dans l'eau, même des robots dans le corps humain. Et bien demain, vous savez quoi, on va voir des robots sur les murs, des robots qui grimpent comme des lézards. C'est le projet de recherche de l'université californienne. L'équipe en fait est composée d'une chercheuse qui étudie depuis 4 ans déjà le mode de déplacement des lézards. Et grâce à cette longue étude, eh bien, elle a compris comment l'espèce avait réussi à instaurer ce mode de déplacement qui caractérise le lézard et puis qui le rend agile et surtout très rapide. Et la clé, eh bien, ce sont les pattes. Les pattes du lézard tournent à l'avant de 20 degrés et celles de l'arrière de 100 degrés. Et ce mouvement de pattes, il définit absolument pas
la direction du lézard et peuvent être absolument dans l'autre sens. Donc là, on a compris en fait qu'il y avait un intérêt pour la stabilité de l'animal. C'est sur quoi les chercheurs se sont concentrés. Sur ce point en particulier, ils ont créé un premier robot qui ressemble pas du tout à un lézard, mais qui en a exactement la même démarche. Et comment le robot grimpe-t-il au mur alors, Cécilia, expliquez-nous. Alors, pour grimper au mur, il fait comme le gecko. Par exemple, il utilise ses griffes et ses coussinets collants. Ici, c'est exactement la même chose. Un adhésif est posé sur les griffes, sur les pattes, les extrémités robotiques du lézard. Et puis, il y a des griffes qui sont cette fois en plastique imprimées en 3D. Alors, je précise quand même que cette structure, elle a le même poids à peu près qu'un lézard traditionnel. Elle fait 15 cm de long pour 250 grammes et elle est principalement construite, imprimée en pièces en 3D. Donc le robot, il se déplace grâce à une batterie qui est au milieu et il a ses extrémités, des pivots qui vont permettre de reproduire exactement le même mouvement que le lézard. Et c'est intéressant parce qu'en fait, les chercheurs en robotique ont réalisé que le mouvement le plus optimal pour être rapide et agile, c'est exactement le mouvement de rotation qu'avait trouvé le lézard au fur et à mesure de son évolution. Donc ce qui est intéressant dans cette technologie, c'est qu'au lieu de se concentrer, comme d'habitude, bien sûr, l'intelligence artificielle, l'interaction du robot, là on se concentre, on se focalise précisément sur le mouvement et l'agilité. C'est une nouvelle approche de la robotique, Cécilia. Exactement, et cette innovation, elle va permettre d'envisager des robots tout-terrain. On a déjà du savoir sur l'interaction, il nous manque de l'agilité pour ces robots. C'est ce qu'on va pouvoir avoir ici. Il faudrait rajouter à ce robot une caméra, c'est la prochaine étape, et puis augmenter évidemment son autonomie, c'est là que le savoir-faire en intelligence artificielle interviendra. Et puis ce robot, il pourra devenir un robot de communication, il pourra servir d'opération de recherche pour les opérations de recherche ou alors de sauvetage ou alors de télécommunication. Mais la piste la plus prometteuse, eh bien, c'est de l'exploration spatiale. Parce que les rovers aujourd'hui qui sont sur Mars, ça me parle évidemment. Les rovers qui sont sur Mars ou qui sont sur la Lune, ils sont limités particulièrement sur les zones rocheuses. Et c'est le cas sur Mars et sur la Lune. Ici, le robot lézard pourrait grimper toutes ces zones et apporter encore plus d'informations et repousser les limites de l'exploration. D'ailleurs, l'Agence spatiale européenne travaille à son propre modèle de robot lézard. Merci beaucoup, Cécilia, de nous avoir présenté ce robot lézard qui grimpe au mur. Donc. Exactement. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cette émission. À suivre le Lab, 4 jeunes startups d'avenir à découvrir avec Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Delphine Sabatier à la présentation de ce rendez-vous. Je vous souhaite une excellente journée sur Bismart et je vous dis à très vite.